fais un clap. Ah, c'est bon, tu fais le clap. Ça, c'est chouette. Ça, j'aime beaucoup. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes à Bruxelles et vous co-signez À nous la liberté avec ce beau point d'exclamation qui ponctue ce titre que vous co-signez avec Christophe André, avec Alexandre Jolien. Mais pour commencer, je voulais vous dire que votre présence à côté de moi est très apaisante. Et ça me rassure. Et en ce début d'année 2019 où tout semble un peu nous séparer, nous opposer, cet apaisement fait du bien. Bon, je suis absolument ravi de contribuer, ne serait-ce que très modestement, à votre paix intérieure. On suit le mouvement des Gilets jaunes, l'urgence climatique, la migration, même la question des genres. Quand je dis que tout nous sépare, c'est vrai qu'on sent une certaine tension et une division dans notre société aujourd'hui. Est-ce que l'apaisement, et ce sera ma première question, viendra quand on aura finalement réussi à retisser du lien à l'autre ? Entre autres, oui, bien sûr. C'est-à-dire que plus on se retranche dans une sorte d'individualisme qui fragmente la société, qui fragmente les familles, qui fragmente les êtres en général, aussi qui fragmente notre relation aux 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyennes sur cette planète. C'est un côté dysfonctionnel puisque la réalité, le monde est fondamentalement interdépendant. Donc on ne s'est pas extrait de la nature, on ne peut pas s'isoler des autres, et donc tout mouvement qui vise à exclure, à discriminer, à s'enrichir au prix de la pauvreté d'autrui, à se nourrir au prix de la souffrance des autres, à faire triompher un point de vue au prix de diminuer autrui, tout cela est délétère pour la société. Ceci dit, je pense que quand même, aujourd'hui, on prend quand même davantage confiance de l'interdépendance globale de toutes choses. C'est évident du point de vue des questions climatiques. Et également, oui, où là, l'interdépendance est au cœur de toutes nos actions. On sait que l'augmentation du CO2 augmente l'acidification des océans, etc., etc. Donc c'est clair. Donc le moins on se fragmente, le plus la société sera harmonieuse et solidaire et bienveillante. Au niveau de cette liberté, cette quête de liberté intérieure, vous énumériez certaines entraves. Quel est le rôle de la volonté et de l'effort dans cette quête ? Oui, alors, une des entraves la spécialité de notre ami Alexandre Jolien, qui est l'acrasie, donc on a pris un mot que tous les philosophes connaissent, mais redéfinition, nous on ne le connaissait pas, qui est l'impuissance de mettre en œuvre ce que vous savez être bon. C'est de savoir ce qui est bien et pourtant de faire tout le contraire. Mais ça, c'est au cœur de ce que le bouddhisme appelle l'égarement, l'ignorance. C'est-à-dire qu'on tourne le dos aux causes véritables du bien-être et de la libération de la souffrance, et on se précipite comme si on était une sorte de dépendance ou d'addiction aux causes même de la souffrance. Et vous parlez dans votre livre d'un certain tabou de l'effort. Oui, ça c'est Christophe André qui est particulièrement frappé par ça, parce qu'on est dans un monde où il faut que tout soit super facile. Ouais. C'est complètement ouf. Si quelque chose était vraiment facile, ça veut dire en fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Si vous voulez, si vous arrivez tout de suite à faire quelque chose dont vous n'étiez pas capable au départ, vous n'avez pas changé. Oui, c'est ça. On vous fait croire que vous avez obtenu quelque chose. Un progrès qui est complètement superficiel, c'est le miroir aux alouettes. On sait bien, l'éducation à l'école, ça ne se fait pas en 5 minutes. On ne passe pas toutes les classes, zoom, jusqu'au baccalauréat en 6 mois. On ne peut pas savoir jouer aux échecs en s'asseyant devant une table. On peut pas être jouer du piano, ça se voit devant un clavier. On ne peut pas devenir un meilleur être humain si on ne fait rien pour ça. C'est vraiment...
je ne sais pas pourquoi les gens s'imaginent ça. Vous dites dans votre livre que la liberté se gagne aussi par la lecture. Chez 2+1, on a une affinité avec l'art qui est assez forte. Est-ce que l'art, finalement, peut nous libérer, nous artistes, mais aussi nous spectateurs, et donc la littérature en est une forme? Pour ce qui est de la lecture, ça a beaucoup plu à un présentateur d'une émission littéraire qu'on dise ça. C'est un point assez précis. C'est-à-dire que l'essor de l'imprimerie au XVIIIe et XIXe siècle a permis, alors c'est très compliqué de publier des livres, on publiait des livres essentiels, extrêmement importants, des traités philosophiques ou religieux. À partir du moment où on a pu publier des romans, des biographies, La cage de l'oncle Tom qui décrivait le sort d'un esclave, brusquement les gens ont appris, en vivant au travers, comme on va voir un film ou maintenant, en vivant au travers de la narration de la personne qui est un esclave, qui raconte son histoire, brusquement ils se mettent à la place de l'esclave. Donc ils imaginent la situation de l'esclave. Et de ce fait, il y a deux formes d'empathie, une empathie affective qui consiste à raisonner avec les émotions d'autrui, et une empathie cognitive qui consiste à imaginer la situation de l'autre intellectuellement. Et ces deux peuvent ou non, selon si nous sommes ou non concernés par sort d'autrui, peuvent mener à l'altruisme ou à la bienveillance. Mais on peut aussi avoir une résonance affective et tomber dans la détresse empathique. Voilà, bon. Tout dépend si l'art est un objet d'émerveillement, par exemple. L'émerveillement aussi amène au respect. Personnellement, je suis en train de préparer un livre de photos. J'espère qu'on considère ça comme de l'art. Nous le considérons. C'est toujours un peu la limite, mais bon, les puristes, c'est trop facile. Les photos clic, clac, Kodak, c'est fait. Donc, si vous voulez, je fais un livre d'images parce que je me suis dit, si on était émerveillé devant la beauté de la nature, qu'on renoue ce contact avec la nature qu'on a de façon innée par la biophilie, eh bien, on sera plus apte à respecter la nature. Voilà, puis dans la tradition spirituelle qui est la mienne du bouddhisme, l'art, comme tous les êtres, aime chanter, peindre, danser. On s'est dit, bon, on va, plutôt que de dire, il ne faut pas danser, il ne faut pas chanter, on va simplement leur dire, écoutez, on va transformer ça en élément du chemin spirituel. Donc vous savez, la peinture sacrée, la danse sacrée, la musique sacrée, qui au lieu d'enflammer les émotions comme si on va dans une discothèque, au contraire, nous libère de ces mêmes émotions. Donc l'art sacré, par exemple, la peinture sacrée est un support de méditation. C'est pas juste, voilà. Donc, oui, très bien. Je suis pour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Mathieu Ricard. On a passé un Je vous en prie. très bon moment avec vous. Je suis fort. Et on sait à nous la liberté, chez la réédition. Merci.